Alors aujourd'hui, on recense 15 millions de réfugiés dans le monde et 12 millions d'apatrides. Les 15 millions de réfugiés, on compte 5 millions déjà de réfugiés palestiniens qui sont suivis par l'UNRWA et puis 10 millions qui ont été enregistrés par le HCR. Au-delà de ça, bien sûr, il y a encore beaucoup de demandeurs d'asile ou de personnes qui ont fui les combats qui ne sont pas enregistrés. Donc on est certainement sur des chiffres minimum. Un des gros problèmes aujourd'hui, un des gros afflux bien sûr, c'est lié au conflit en Syrie. Donc toute la population syrienne est plus ou moins en déplacement, 4 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 1,5 million qui ont fui à l'extérieur du pays. C'est certainement un des endroits qui, bien sûr, est le plus problématique aujourd'hui et qui pèse énormément sur les pays limitrophes comme la Jordanie et la Turquie. Et nous en appelons effectivement à les pays de faire beaucoup plus d'efforts pour accueillir des réfugiés, des demandeurs d'asile chez eux pour alléger le fardeau de ces pays limitrophes. En France, par exemple, on constate que quand même très peu d'efforts est fait. Il y a même un visa de transit aéroportuaire qui a été instauré pour des Syriens qui est complètement scandaleux à notre sens parce que justement ça limite leur capacité de fuite et d'installation dans un pays tiers. Au niveau des déplacés, à nouveau, beaucoup en RDC, toujours depuis des années de guerre et à nouveau le conflit entre le M23, le groupe rebelle M23 et les forces de la RDC créent à nouveau beaucoup plus de déplacements de population qui sont particulièrement inquiétantes. Et puis c'est à nouveau le Mali aussi, suite au conflit, à nouveau voit beaucoup de sa population affectée par le conflit. On a encore aussi en Côte d'Ivoire des gens qui ont été encore affectés par la crise post-électorale, qui sont soit déplacés à l'intérieur du pays, soit réfugiés au Libéria. Donc oui, le nombre d'endroits dans le monde où ces personnes manquent finalement d'assistance, ne sont pas suffisamment accueillis alors qu'ils cherchent asile et que la Convention de 1951 aujourd'hui est de plus en plus menacée et que les frontières finalement s'hérissent et que les États sont plus soucieux de faire respecter leurs frontières que de respecter les droits humains de ces personnes. Des évolutions positives, on peut déjà citer le combat abolitionniste sur la peine de mort, où il n'y a plus que 21 pays qui ont pratiqué la peine de mort avec quelques champions comme la Chine bien sûr, mais aussi l'Arabie Saoudite, l'Iran et les États-Unis. Mais il y a de plus en plus finalement de respect de cette vie, d'abandon finalement que l'État soit un exécuteur de sang-froid. Donc on va vers un progrès à ce niveau-là. On voit aussi dans un certain nombre de pays d'Amérique latine le combat contre l'impunité des dictatures qui ont commis énormément de crimes contre les droits de l'homme. On voit des procès de plus en plus nombreux, donc c'est une bonne chose. Enfin, oui, depuis 20 ans, nous nous battons pour un traité sur le commerce des armes. Ce traité sur le commerce des armes classique, puisqu'il y a des traités sur les armes nucléaires, bactériologiques et chimiques, mais tout ce qui a trait aux fusils mitrailleurs, aux tanks, aux avions de chasse et autres, aux chars, finalement, est pas du tout régulé au niveau international. Il y a beaucoup plus de régulation sur le commerce des bananes, sur le commerce de toutes sortes de choses, mais les armes ne sont pas régulées. Aujourd'hui, on arrive à une étape 1, je dirais la première étape qui était nécessaire, c'est d'avoir un traité au niveau des Nations Unies. On s'est battu avec d'autres associations, d'autres ONG depuis 10 ans. Certains gouvernements ont effectivement été porteurs, dont le gouvernement français, le gouvernement britannique, ont porté ce traité. D'autres ont tout fait pour qu'il n'ait pas lieu ou ont essayé de limiter sa portée. Bien sûr, il y a 3 États ont voté contre en avril à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie, qui eux-mêmes font l'objet d'embargos sur les armes par divers pays. Donc on constate qu'aujourd'hui, on a un traité qui n'est pas la panacée. Il n'est pas parfait et il méritera d'être amélioré et il y a des possibilités, une fois qu'il est entré en vigueur, de pouvoir l'amender. Et puis on espère justement qu'on est au début d'un parcours, au début d'un voyage qui nous amènera à être beaucoup plus ferme en termes de communauté internationale dans les livraisons d'armes et beaucoup plus transparent. Alors, à nouveau, le traité n'apporte pas grand-chose en termes de transparence et on le regrette parce qu'il faudrait qu'à nouveau
tout transfert d'armes soit documenté, soit accessible à tout citoyen pour qu'il puisse se renseigner et puis qu'il puisse poser des questions sur ces transferts d'armes. Par contre, ce traité comporte ce qu'on a appelé la règle d'or, qui était pour nous essentielle dans ce traité, à savoir que les États qui vont exporter des armes doivent s'assurer qu'elles ne vont pas être utilisées soit pour des violations en cours ou voire des violations à venir des droits humains, des violations graves, à savoir bien sûr des génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou autres atrocités. Donc ça, c'était pour nous une pierre angulaire qui était très importante dans ce traité et que nous espérons bien sûr pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible. Il est ouvert à signature le 3 juin. Nous espérons que la France va être un des premiers États à le signer. Aujourd'hui, on peut dire que 50% de la population mondiale est menacée d'une forme ou d'une autre. Que ce soit en France ou encore des femmes, une femme tous les 3 jours meurt sur les coups de son conjoint, ce qui est totalement ahurissant. Que ce soit à nouveau leur statut, leur respect. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enjeux sont encore à mettre en œuvre. La résolution 1325 des Nations Unies est encore trop lettre morte. C'est un texte qui est prometteur, mais qui n'est pas suffisamment suivi. Et puis, au niveau des différents pays, à nouveau, énormément doit être fait pour que les femmes ne subissent plus de violence déjà, et puis que leur droit leur droit sexuel et reproductif déjà soit beaucoup plus respecté que ça ne l'est aujourd'hui. Dans trop de pays encore, des femmes qui ont été violées ou dont la grossesse par exemple est à risque pour la femme, il n'y a pas de possibilité d'avortement, alors que cet avortement est juste un droit pour ces personnes qui ont subi un viol ou qui risquent de mourir en donnant la vie.